Bonjour chers internautes lectrices et internautes lecteurs, je suis ravie de vous retrouver pour ce bilan lecture du mois de février. Alors j'aurais dû le faire un peu plus tôt mais j'ai été prise par plein de choses. Donc écoutez, je vais vous parler un petit peu de tout ce que j'ai lu jusqu'à aujourd'hui. J'ai fait différentes petites vidéos pour chaque livre. J'espère que voilà, ça vous plaira. Alors comme d'habitude, vous retrouverez en dessous, donc dans le post sous cette vidéo, les différents livres que je vais vous présenter avec à la fin le petit temps à partir du moment où vous pouvez éventuellement visionner la critique si vous n'êtes intéressé que par la critique de tel ou tel livre. N'hésitez pas à liker cette vidéo si vous avez aimé la présentation de ces livres ou pas d'ailleurs. N'hésitez pas aussi à me laisser un commentaire. Et puis voilà, bon écoutez, je vais tout de suite enchaîner par le coup de cœur de ces dernières lectures, un magnifique coup de cœur. Betty de Tiffany McDaniel. C'est un livre magnifique, j'ai adoré ce roman. Alors c'est un livre assez dur quand même, hein. Ça parle de maltraitance pour les enfants, ça parle d'inceste. Et globalement, c'est assez triste, mais en même temps, il y a tellement de belles choses dans ce livre qu'on ne peut pas ressentir, enfin, on peut pas rester indifférent à ce livre-là. Et puis parce qu'il est très bien écrit. D'ailleurs, je vais vous lire une page où Betty parle de son père. Et vous allez voir que l'écriture et la façon dont elle en parle, j'ai trouvé ça original, très beau et très bien écrit. Il y avait des choses chez mon père qui commençaient à s'écailler, comme une peinture qui vieillit. Quand je lisais les livres que j'empruntais à la bibliothèque, je pensais que mon père, comme les histoires que ces livres racontaient, était né de l'esprit de ses écrivains. Je croyais que le grand créateur avait expédié ses écrivains sur la lune, portés par les ailes d'oiseaux tonnerres, et le leur avait dit de m'écrire un père. Des écrivains tels que Marie Shelley, qui avait donné à mon père une compréhension gothique pour la tendresse de tous les monstres. Agatha Christie avait créé le mystère qui habitait mon père et Edgar Allan Poe avait conçu pour lui l'obscurité de manière à ce qu'il puisse s'élever jusqu'au vol du corbeau. William Shakespeare avait écrit pour lui un chœur de Roméo en même temps que Suzanne Fenimore Cooper lui avait imaginé une proximité avec la nature et le désir d'un paradis à retrouver. Emily Dickinson avait partagé sa sensibilité de poète pour que mon père sache que le texte le plus sacré se lit dans la façon dont les êtres humains riment ou ne riment pas, les uns avec les autres, laissant à John Steinbeck le soin de mettre dans le cœur de mon père une boussole, afin qu'il puisse toujours vérifier qu'il était bien à l'est d'Éden et légèrement au-dessus du paradis. Pour ne pas être en reste, Sophia Alice Callahan s'était assurée qu'une partie de mon père resterait à jamais un enfant de la forêt, tandis que Louisa May Alcott avait mis en mots toute la loyauté et l'espoir que contenait son âme. C'était à Theodore Dreiser qu'était revenue la tâche d'écrire pour mon père la tragédie américaine qui devait être son destin, non sans que Shirley Jackson l'ait d'abord préparé aux horreurs qui devaient accompagner cette tragédie. Pour ce qui était de son imagination, j'étais convaincu que Dieu avait posé le pied sur son esprit. C'était la faute de Steinbeck, qui avait laissé tomber sur la terre l'esprit de mon père pour commencer, donnant à Dieu la possibilité de marcher dessus pour y laisser une petite encoche et l'empreinte de son pied. Avec une telle empreinte, qui n'aurait pas une imagination semblable à celle de papa? Toutefois, cette fantaisie s'écaillait de plus en plus, et je commençais à voir sous cette couche la chair et les os. C'est magnifiquement bien écrit. Tout le roman est écrit, mais c'est une écriture. Enfin, moi, j'étais transportée par cette écriture-là. C'est tellement beau. Alors, Betty, donc le titre de ce livre, Betty, c'est une jeune femme. En l'occurrence, pour la petite histoire, Tiffany Daniel a décidé d'écrire l'histoire. Alors, c'est un peu autobiographique, l'histoire de sa mère. Donc, Betty. Donc voilà. Donc, Betty, c'est une jeune fille. Alors, ça se passe dans les années
50, 60, 70. On va voir un petit peu toute la saga, donc la rencontre du père avec la maman, puis la naissance de Betty et de tous ses frères et sœurs. Et on va suivre un peu la saga de cette famille, alors qui est assez particulière puisque le papa est Cherokee et la maman, elle est américaine. Alors dans les années 50, 50, 60, 70, c'est quand même les années où, évidemment, la couleur de peau est très importante, très mal vue. Et cette famille va forcément souffrir un petit peu de tout ça, notamment Betty, puisqu'elle ressemble beaucoup à son père, comme une petite indienne finalement, même si sa maman est américaine. Donc on va être aussi un peu plongé dans l'Amérique profonde de ces années-là. Voilà, on va être complètement embarqué dans l'histoire de cette famille. Il y aura énormément de tendresse vis-à-vis du papa. Le papa, il est extraordinaire. Enfin, je veux dire, le père Cherokee, je l'ai trouvé mais d'une bienveillance incroyable et de beaucoup de courage. Et vraiment, oui, c'était très beau, quoi. C'est très beau. J'ai eu beaucoup de larmes aussi dans ce livre-là parce qu'émotionnellement, ça nous touche. C'est un livre qui touche. Il ne peut pas laisser indifférent. Je comprends qu'il ait vraiment bien marché parce que oui, c'est vraiment un beau livre. Alors c'est une traduction, mais alors c'est très bien traduit, c'est très bien écrit. Donc du coup, voilà, j'ai rien de négatif à raconter sur ce livre-là. Bon, déjà, je raconte rarement des choses négatives parce que je suis une bonne lectrice, moi j'aime beaucoup de choses. Mais voilà, je me suis pas ennuyée une seule fois, je l'ai pas trouvé long du tout. Je l'ai trouvé beau. Voilà, pour moi c'est un beau livre, c'est une belle histoire, c'est touchant, c'est, euh, vous êtes transporté complètement quoi. Et puis tous ces personnages sont tellement attachants, tellement bien décrits, ces paysages, c'est tout quoi, tout. Voilà, Betty de Tiffany McDaniel. Vraiment, lisez-le si vous pouvez, lisez-le, il est magnifique. Alors maintenant, je vais vous parler d'un petit roman qui m'a aussi beaucoup touchée. C'est Les yeux d'Ava de Wendell Huthron. Alors ce livre-là, alors déjà il démarre tout de suite, très fort. C'est une femme, Ava, donc voilà, c'est décrit à la première personne, donc les yeux d'Ava, ça va être les nôtres en fait, hein, on va être dans sa peau. Et c'est une femme qui est épanouie, qui est heureuse, voilà, elle a un mari, elle a des enfants, des jumeaux, un garçon et une fille, qui ont 9 ans, elle est heureuse, elle est heureuse en amour, etc. Enfin, tout va bien dans sa vie, elle est vraiment épanouie, elle le dit dès le départ, voilà, tout va bien. Et ils partent un week-end tous ensemble, pour un week-end de détente dans la montagne, au bord d'un lac. Et malheureusement, sur la route, eh bien, ils vont avoir un accident de voiture. Donc ils vont croiser un camion, ça va mal se passer, ils vont descendre toute une pente d'arbres, etc. Et au final, il y a le lac, et ils vont atterrir dans le lac, avec la voiture. Évidemment, dans le lac, Ava n'a pas perdu conscience. Et elle se rend compte que son mari, lui, a perdu conscience, saigne. Donc, peu de chance qu'il puisse s'en sortir. Et ses enfants, derrière, sont aussi inconscients. Et donc, tout de suite, on voit que, ben voilà, elle va devoir sauver ses enfants. Prendre ses 2 enfants pour remonter à la surface. Malheureusement, elle ne va pouvoir en sauver qu'un. Un seul enfant. Lequel, alors, je vous le dis pas, même si on le sait dès le chapitre 2, c'est assez rapide, mais je vous le dis pas. En tout cas, il y aura un enfant qui sera sauvé. Elle aussi. Son mari va mourir, et l'autre enfant aussi. Alors après un traumatisme comme celui-là, dur de se reconstruire. Et bien ce roman-là, c'est justement là-dessus. C'est la descente aux enfers d'Ava. On va suivre tout ce qui va se passer pour elle, juste après l'accident, donc avec l'hôpital, etc. Le lien qu'elle va avoir avec sa famille, ses parents, l'enfant qu'elle a sauvé, et donc toute sa vie, qui va être complètement bouleversée par cet accident. Et on va aller jusqu'au bout de ce roman là-dessus. Et alors, on va vraiment toucher le fond avec elle, quoi. Ça va être terrible. C'est tellement bien écrit aussi. Parce que le fait de l'avoir écrit à la première personne, bien, vous êtes dedans. Alors au début, j'avais un petit décalage quand même. Au début, les réactions d'Ava me paraissaient pas très
pas cohérente, j'y croyais pas trop. Puis en fait, au fur et à mesure, finalement, eh ben si, on tombe dedans, parce qu'en fait c'est ça, en fait, l'auteur veut nous obliger à vivre ce qu'elle vit, quoi, et à se transformer en Ava, voilà. On a ses yeux et on va ressentir un peu ce qu'elle ressent. Alors, on ne ressortira jamais ce qu'une personne peut ressentir dans ces émotions-là. C'est absolument pas facile d'imaginer ça. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est bien aussi ce roman, parce que ça permet aussi de remettre un peu les choses en place. Hein, quand on entend parfois dire oh là là, j'imagine ce que tu vis. Non, non, on ne peut pas imaginer ce genre de choses. Et justement, ce roman, on voit bien qu'on ne peut pas imaginer. On ne peut pas imaginer ce qui se passe pour cette femme. C'est inimaginable. Et vraiment, c'est assez terrible. Mais ouais, ça m'a bouleversée. C'est un roman qui m'a vraiment bouleversée. Alors bien évidemment, je ne le conseille pas aux femmes qui auraient perdu des enfants, hein, parce que je pense que c'est trop dur, beaucoup trop. Mais bon, voilà, après, c'est un thriller. Hein, je sais pas si on peut vraiment parler de thriller, c'est psychologique. Voilà, c'est surtout psychologique. Et c'est très triste, quoi. Faut s'accrocher quand même. Faut s'accrocher. Alors après, il y a de l'espoir, hein. Il y a des choses, voilà, il y a des moments de bonheur. Et c'est justement, on se rend compte que ces petits moments de bonheur, eh ben, ils sont hyper importants. Et ça remet un peu les choses en place, quoi. Oui, le bonheur, même quand il est aussi simple que ça, faut savoir le goûter, faut savoir le vivre, faut savoir en profiter, parce qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait. Et voilà, donc elle va rencontrer aussi des gens, hein, tout au long de cette descente, notamment une vieille femme qui va être assez incroyable aussi, un personnage que j'ai bien aimé aussi. C'est voilà, c'est une histoire de vie euh, terrible, après un drame terrible. Donc tout ce qui se passe d'un point de vue émotionnel, physique, pas tout quoi. C'est bien écrit. Je crois que Wendell U3, c'est son premier livre que je lis. J'aime beaucoup. Je pense qu'il y en a un qui a très bien marché aussi, qui... Oh, je ne sais plus comment il s'appelle exactement. Enfin bref. En tout cas, c'est un auteur. Je retiens et je pense que j'en lirai d'autres. Voilà. Donc ça, c'est Les yeux d'Ava de Wendell. Je pense que ça se dit comme ça, Wendell U3. Alors avant de rendre à la bibliothèque des livres que j'avais empruntés, je vais vous parler de Demain j'arrête de Gilles Le Gardinier. C'est donc le deuxième livre de Gilles Le Gardinier que je lis. Je découvre encore cet auteur. L'histoire, par rapport à Complètement cramé que j'avais lu il y a déjà quelques temps, m'a fait un peu moins rire. Alors, c'est pas que ça manque d'humour, il y a toujours autant d'humour dans Gilles Le Gardinier, c'est juste que le personnage, eh bien, c'est une jeune femme de 30 ans, célibataire, amoureuse, et je ne me suis pas trop identifiée à elle, quoi. Ceci dit, si je l'avais lu il y a quelques années, je pense que j'aurais beaucoup aimé, parce qu'en plus, il y a un petit côté Bridget Jones que j'aime bien, voilà, que j'ai aimé à mon époque, d'ailleurs, Bridget Jones. Donc du coup, c'est quand même très drôle. C'est drôle. Alors, il y a des situations assez loufoques. C'est pas toujours crédible, mais bon, il faut se laisser porter par cet enthousiasme, cette folie, parce qu'on est vraiment dans la folie un petit peu de cette jeune femme et de ses copines d'ailleurs, hein, un petit monde de copines là, complètement déjanté. Donc c'est très rigolo. Entre deux gros bouquins, de gros thrillers, de polars, etc., je trouve que voilà, ça permet de prendre un petit peu de légèreté, de rire un peu. Moi, j'ai bien aimé. Voilà, c'est des petits moments de bonheur, c'est simple, il n'y a pas de prise de tête, c'est drôle. Voilà, c'est ce que je pourrais dire sur Demain j'arrête de Gilles Le Gardinier. Et puis, je crois que j'aime bien cet auteur quand même, j'aime bien son petit côté, son humour. Voilà. Toujours avant d'aller rendre le livre à la bibliothèque, je vais vous parler de l'Icabog. Alors l'Icabog, ça fait longtemps que j'avais envie de lire ce livre-là, parce que c'est écrit par J.K. Rowling, qu'on en a beaucoup entendu parler l'année dernière, vu que ce livre-là, il a été écrit par J.K. Rowling pendant le confinement. En fait, c'est une histoire qu'elle a inventée il y a déjà très très longtemps, qu'elle a racontée à ses enfants, et puis avec cette histoire de confinement, elle a dû ressortir un peu cette histoire-là, notamment faire plaisir à ses enfants aussi, qui sont devenus des ados. Donc voilà, elle a décidé de partager cette histoire gratuitement d'ailleurs, hein, sur les réseaux. Et l'histoire finalement est sortie en roman, donc la voilà. C'est l'Icabog de J.K. Rowling. Alors, l'Icabog de J.K. Rowling, ça commence par cette petite phrase, très simple.
Il était une fois un tout petit pays qui avait pour nom la cornucopia. Là, on se dit, hop, on rentre tout de suite dans un conte. Eh bien oui, on rentre dans un conte. Alors un conte où on a des personnages qui font partie d'un royaume. Alors en l'occurrence, là, on va avoir un roi qui n'est pas très malin, qui va se faire manipuler par ses deux conseillers qui sont des gens très malhonnêtes, méchants, malveillants. Et puis on a le royaume avec ses habitants, on a des enfants dans ce royaume qui sont plutôt malins, et on a aussi un monstre, ou on n'a pas un monstre. En fait, on ne sait pas trop. Il y a une légende autour d'un monstre, l'Ikabog. Sauf qu'on ne sait pas trop s'il existe ou pas. Mais ce qu'on sait, c'est que les deux méchants, ils vont faire en sorte qu'il existe le monstre. Oui, oui. Et là, il va y avoir de la manipulation. La manipulation grâce à la peur qu'on peut provoquer, en allant jusqu'à la dictature. Hein. Donc ça, j'ai beaucoup aimé ce côté intrigue sur les mensonges dans lesquels on s'enferme, sur la peur qu'on crée pour pouvoir avoir du pouvoir sur les gens, etc. Ça, c'était intéressant. Après, ça reste un conte. L'histoire est simple. Les personnages sont pas trop travaillés quand même. On s'y attache quand même, évidemment. Il y a des enfants, donc souvent les enfants, on s'y attache. Mais bon, ils sont pas travaillés en profondeur non plus. Et puis il y a les gentils, il y a les méchants, c'est très manichéen. Et il y a le royaume. Alors le royaume qui est assez simple finalement, on voit très vite comment c'est situé, les petits villages par rapport à d'autres. Le marécage qui se trouve au nord, eh ben, il sent pas bon évidemment. Et puis le royaume, enfin le château du roi, hein, l'entrée du roi, là par contre, bah, évidemment c'est magnifique, c'est beau, etc. Les gâteaux, les gourmandises sont tous bons, hein, évidemment. Donc bon, c'est très basique, hein, voilà. Mais c'est une histoire pour enfants, donc 8-9 ans, oui. Hein, donc c'est assez simple à lire, l'histoire est assez simple, oui, il était une fois. C'est une histoire plutôt sympathique, c'est un joli conte, voilà, je dirais que c'est un joli conte. Ça restera pour les enfants. Contrairement, alors faut pas le comparer en fait à Harry Potter, parce qu'Harry Potter, on commence à 7, 8, 9 ans, et même si on est adulte ou ado, Harry Potter, ça vous embarque très vite dans tous les tomes. Il y a une richesse dans cette saga qui est assez incroyable, tant au niveau des personnages qu'au niveau du royaume d'Harry Potter, quoi. Ici, on n'a pas ça du tout. Hein. Là, c'est vraiment très light, très léger. C'est juste un conte, quoi. Il y a un début, il y a une fin, il y a une petite histoire qui se passe. Il n'y a pas de grand message. Alors oui, si, il y a des petites réflexions quand même, hein, sur le mensonge, sur les peurs, un peu de moralité. Mais voilà, c'est juste un joli conte, quoi. Donc oui, bah, pour des petits, oui, ouais, 8 ans, 9 ans qui lisent, oui, ben pourquoi pas, je leur conseillerais ça. Peut-être avant Harry Potter, pour voir s'ils accrochent. Maintenant, s'ils connaissent déjà Harry Potter, ça sera peut-être un peu léger, mais bon voilà, c'est un conte. Bon. C'est l'Ikabog, donc en tout cas je ne suis pas déçue de l'avoir lu parce que j'avais envie de découvrir un petit peu cette écriture-là, parce que l'écriture est agréable, hein, elle écrit bien, hein, J.K. Rowling, il n'y a pas à dire, hein, s'adresser aux enfants, enfin j'avais l'impression d'être une petite fille et de regarder un conte et d'écouter un conte en lisant ce livre-là, donc on est vraiment dedans, hein, il n'y a pas de souci, mais c'est pas pour adultes, hein, faut vraiment rester dans l'esprit de l'enfant, quoi. Voilà, l'Ikabog de J.K. Rowling, je vais pouvoir aller le ramener à ma bibliothèque. Très à table. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, mais moi, je ne connaissais pas du tout. J'ai découvert ça un petit peu en fin d'année dernière, ce petit roman-là qu'on voyait un peu partout. Et donc, j'ai compris que c'était Les Restos du Cœur, en fait, qui sortait un roman de nouvelles. C'est un recueil de nouvelles écrit par des auteurs qu'on connaît, plus ou moins. Et donc, pour 5 €, quand vous achetez ce livre, vous offrez 4 repas au Resto du Cœur. Et vous prenez le plaisir de lire une petite nouvelle écrite peut-être par un auteur que vous aimez beaucoup, ou plusieurs auteurs, ou vous allez découvrir des auteurs que vous ne connaissiez pas. C'est ce qui s'est passé pour moi. J'en ai découvert et j'en ai retrouvé d'autres que j'apprécie énormément. Alors dans ce petit livre très à table, on a donc comme auteur Tonino Benasquista, Philippe Besson, Françoise Bourdin, Maxime Chatham, François Despenoux, Jean-Paul Dubois, Éric Giacometti, Jacques Ravel.
Alexandra Lapierre, Agnès Martin-Lugan, Véronique Ovaldé, Romain Puertolas, Olivia Ruiz, Leila Slimani et Franck Tillier. Ça fait pas mal de petites nouvelles à lire, ce se lit en une journée, hein, c'est assez sympa. Moi j'ai bien aimé. Alors, c'est la 7e édition, donc j'ai découvert ça, donc ça veut dire que les 6 autres, je les ai pas lus. Je pense que je peux les retrouver peut-être en occasion, en brocante, ou dans les Emmaüs ou autres. Je pense que je vais aller voir ça parce que j'aime bien, je trouve que c'est sympa. Je ne l'ai pas acheté, en fait. C'est ma fille qui me l'a offert pour Noël, puisqu'elle demandait ce que je voulais comme livre pour Noël, donc j'en ai parlé, parce que c'est un petit budget, quoi, 5 euros, c'est pas très cher, et effectivement, ça arrangeait bien les affaires de ma fille, et puis finalement, c'est vraiment un joli cadeau. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. Alors, les histoires ont toujours un thème. Là, cette année, donc le thème, c'était vous, très à table, vous fait revivre votre premier amour pour le meilleur et parfois pour le pire. Bah, oui, effectivement, il y a quelques histoires un petit peu lourdeuses, hein, il y a des histoires romantiques, mais il y a aussi des histoires qui se terminent pas très bien. Et puis il y a des histoires de premier amour un peu fantastiques. Moi j'ai bien aimé l'originalité de Maxime Chatham par exemple, et de Franck Tillier. Alors je dirais pas que c'est deux auteurs que j'apprécie tout particulièrement, mais pour le coup, en fait, j'ai beaucoup aimé leurs nouvelles dedans. Voilà. Pourtant c'est pas un parti pris, hein, non, voilà. Mais il y en a d'autres que j'ai découvertes, que j'ai bien aimé. Une que j'ai trouvée très... tout le monde n'a pas aimé, moi j'ai bien aimé. C'est celle de... je recherche le nom... Jean-Paul Dubois, voilà. Je vous laisse découvrir. Je vous raconte pas les nouvelles, il n'y a pas beaucoup de pages, donc voilà, je pense que c'est un livre qu'il faut acheter déjà, un, parce que c'est une bonne action, et puis deux, parce que avoir un recueil de nouvelles, quand on n'a pas toujours beaucoup de temps de lire ou quoi, ça permet aussi, ou quand on a des pannes de lecture, de se remettre un peu dans la lecture, voilà, de découvrir des auteurs qu'on ne connaît pas, de retrouver ceux qu'on aime bien. Donc pour moi, c'est un petit livre tout à fait utile dans une bibliothèque. Très à table, des restos du cœur. Voilà. Un autre petit livre que j'ai lu assez rapidement, c'est Le magasin des suicides de Jean Telet. Alors ça fait longtemps que j'entends parler donc de ce petit roman-là. J'ai jamais lu de roman de Jean Telet jusqu'à présent. Je voyais un petit peu le style par rapport aux différentes critiques que j'ai pu voir sur les différents romans qu'il a déjà pu écrire. Donc je me suis dit qu'un jour j'en lirai un quand même pour vraiment voir, et je l'ai lu. Alors c'est un petit livre d'humour noir. C'est très satirique quand même. Mais c'est drôle. Moi, j'ai plutôt bien apprécié. Alors, il faut vraiment se mettre dans l'ambiance dans laquelle il vous met. Alors, le magasin des suicides, tel qu'il est écrit, c'est un magasin des suicides. Une famille, la famille Culache, qui donc est propriétaire de ce magasin. Et l'objectif de ce magasin, comme il a indiqué, c'est que toute personne qui a décidé d'en finir avec la vie puisse trouver un moyen de passer à l'acte, alors que ce soit par le poison, la corde, le revolver, la méthode harakiri, enfin des tas de choses. Il y a plein de... C'est très drôle, hein, évidemment, parce que c'est l'humour noir, hein, voilà. Donc le leitmotiv d'ailleurs de ce magasin, c'est vous avez raté votre vie, avec nous vous réussirez votre mort. Donc on est tout de suite dans l'ambiance. J'ai trouvé que la famille faisait un petit côté famille Adams, comme ça. Je pense que c'est des cousins éloignés. Alors, ça se passe pas n'importe où, hein, ça se passe dans une ville, alors peut-être le futur, j'en sais rien, mais en tout cas très sombre, très grise, avec des pluies acides, enfin... Donc, je pense que voilà, si les gens arrivent là aussi, c'est que la vie est plutôt triste et plutôt moche. Donc voilà, donc on va suivre un petit peu cette entreprise familiale. Mais cette entreprise familiale, en fait, dès le départ, on voit qu'il y a un truc qui se passe mal dans cette entreprise, parce qu'en fait, il y a un 3e bébé qui vient de naître, et ce bébé, il a le sourire. Contrairement à ses frères et sœurs, il fait pas la gueule, il ne pleure pas, il est heureux. Et toute cette jeunesse-là, il va grandir, ce gamin, avec la banane, avec la pêche, et avec un optimisme incroyable. Donc du coup, ça va pas arranger les affaires du magasin, parce que dans le magasin, quand les gens arrivent, on leur dit pas à bientôt, bah non, parce que l'objectif c'est qu'ils réussissent, c'est qu'ils aient vendu un bon produit, et que ça marche, d'accord? Et on dit pas bonjour, on dit mauvais jour. Mais le gamin, non, le gamin, il peut pas, il dit bonjour, à bientôt, comment ça va? Enfin voilà. Donc, ça se passe mal entre lui et sa famille, hein, évidemment, parce que ils aimeraient bien pouvoir un petit peu retrouver un enfant comme les deux autres, quoi, qui est sombre, qui déprime, et pas un gamin qui a la joie comme ça. Donc du coup, il y a plein de situations loufoques, c'est assez drôle. Il y a un dessin animé qui a été aussi adapté à partir de ce roman,
Et enfin, plutôt un dessin animé qui s'est adapté du roman, oui, enfin voilà, c'est un peu ce que j'ai dit. Enfin, bref, peu importe. Je l'ai regardé après avoir lu ce roman. Et j'ai moins aimé, il y a une espèce d'adaptation un peu libre qui a été faite justement sur cet enfant joyeux là, qui n'est pas du tout dans le livre. Ça se passe pas vraiment comme ça dans le livre. J'ai préféré le livre. Honnêtement, j'ai préféré le livre. J'ai moins accroché au dessin animé. Non, oui, j'ai préféré le livre. L'ambiance dans le bouquin, je me suis retrouvée et tout. Alors, je répète, hein, c'est de l'humour noir, hein, évidemment. Hein, faut pas, si vous êtes un peu déprimé, etc., c'est peut-être pas le moment de le lire, quoi. Voilà, faut vraiment savoir prendre du recul et puis se dire, allez hop, je vais dans un autre monde où les choses sont complètement différentes de notre monde. Et puis, et voilà, quoi. Et puis, voilà, c'est une petite fable, hein, c'est voilà. C'est absurde, c'est drôle. Ça change un petit peu finalement des romans que j'ai pu lire et dont je vous ai parlé un petit peu avant, qui sont beaucoup plus durs. Là, oh, c'est pas mal, c'est drôle. Voilà, ça s'appelle Le Magasin des Suicides de Jean Telet. Alors maintenant, je vais vous parler de plusieurs romans du même auteur que j'ai enchaînés. Je vais vous parler des romans de Franck Tillier et notamment de... Bah déjà celui-ci, en fait c'est à cause de celui-ci que j'ai enchaîné les romans de Franck Tillier qui commencent donc avec Train d'enfer pour Ange Rouge. Alors je les ai pour beaucoup donc en e-book. Celui-là, je l'avais trouvé en brocante, donc j'ai pas eu besoin de le prendre en e-book. Mais voilà, je voulais lire celui-ci parce qu'il est sorti en BD aussi, et on a la BD à la maison. Et avant de lire la BD adaptée donc du syndrome E, je voulais lire le roman. Mais avant de lire ce roman, donc j'avais appris que dans ce roman, on va avoir le commissaire Franck Charcot et Lucie Annabelle, qui est inspectrice à Lille, et lui, par contre, il est commissaire au 36 quai des Orfèvres à Paris. Eh bien, ces deux enquêteurs qui avaient des romans pour eux seuls allaient se retrouver tous les deux dans le syndrome E. Et donc, je me suis dit qu'avant de les voir se retrouver, ce serait peut-être bien que je lise déjà des romans où eux sont seuls sur leurs enquêtes. J'en avais déjà lu un, qui fait partie des tout premiers que j'ai lus de Franck Tillier, que j'avais trouvé aussi en brocante, qui est La Chambre des Morts, que j'avais beaucoup aimé. C'était mes premières amours sur Franck Tillier au niveau de ses romans. Et donc là j'ai commencé les deux pour Charcot et celui qui reste, La Mémoire fantôme, pour Lucie Annabelle. Alors, ça commence déjà par Train d'enfer pour Ange Rouge. Alors, je ne vais pas vous parler de l'histoire, d'ailleurs pour les autres non plus, parce que voilà, elles sont toutes assez différentes, parce que je ne me souviens pas toujours des enquêtes, elles sont toujours... Ce que je peux vous dire, c'est qu'elles sont glauques, qu'il y a des meurtres, c'est... quand vous les imaginez, vous vous dites « Ah, c'est horrible hein !» Voilà. Donc, âme sensible, s'abstenir, hein, éventuellement, évidemment. Mais par contre, moi, ce que j'aime chez Franck Tillier, et dans tous les romans ça se retrouve, c'est le côté scientifique. Le fait qu'il nous fait découvrir des choses dans le domaine scientifique qui sont vraies et qui sont vérifiables. Et ça, je trouve ça absolument génial. Vous verrez La Mémoire fantôme, le syndrome E, Gattaca, qui est juste après celui-là. J'ai dû l'enchaîner, je vous dirai pourquoi après. Mais du coup, voilà, ça je trouve, ça donne une cohérence complète à l'histoire, une crédibilité. Voilà, c'est aussi une des raisons pour lesquelles d'ailleurs j'accroche vraiment bien à ce roman-là. Et puis la façon dont est faite l'enquête, quoi. Parce que on a toujours des enquêtes où vous avez des indices qui arrivent à certains moments, qui se recoupent avec d'autres, qui donnent l'impression de ça y est, on a compris. Ben, en fait, non, pas du tout, parce que là, il y a un autre élément qui arrive. Et du coup, ben, ça relance vos questions dans la tête, ça relance les possibilités, ça relance tout ça. Donc, du coup, voilà, moi j'adore ça, quoi. Il y a des rebondissements, bref, c'est un patch turner, quoi. Vous avez envie de savoir, mince, moi je pensais que c'était ça, c'est pas ça. Et je continue. Donc voilà, c'est tous comme ça. Donc j'ai commencé par Train d'enfer pour Ange Rouge, écrit à la première personne d'ailleurs, on est dans la peau de Franck Charcot, donc qui vit des choses difficiles dans sa vie. Sa femme a disparu en fait depuis 6 mois et on ne sait pas du tout où elle est. Et il va enquêter, il va avoir sur une grosse enquête assez forte. Et en même temps, dans sa tête, ça se passe pas bien, hein, évidemment, puisque sa femme, il ne sait pas où elle est, etc. Donc, il est déjà très affaibli émotionnellement, humainement. On sent que c'est un gaillard solide, etc. Mais qui est tourmenté. Voilà, qui est tourmenté. Et l'histoire se déroule, voilà, on a une fin, on voit la fin. Et ensuite, j'enchaîne sur Deuil de miel. Et c'est là que je me rends compte que c'est bien de lire Train d'enfer pour Ange Rouge avant, parce que sinon, Deuil de miel,
va vous spoiler automatiquement la fin de ce qui se passe pour Train d'Enfer pour Ange Rouge. Donc, Deuil de miel. Bon, on retrouve Charcot à nouveau. Écorché vif aussi, qui va pas bien du tout. Mais alors, pas bien du tout. Là aussi, il va se retrouver sur une nouvelle enquête. Mais dans sa vie privée, ça va pas du tout, quoi. Alors, je vous dis pas pourquoi, hein, vous lirez l'histoire. Mais du coup, Franck Charcot, psychologiquement, il va pas bien, quoi, du tout. Donc, voilà, je trouve que ces deux romans-là, ça permet vraiment de voir un peu la personnalité et le personnage de Franck Charcot, qui est bien plus qu'un commissaire, hein, c'est un homme avant tout, et qui vit des choses difficiles. Alors, il faut dire que Franck Tilly, il a quand même vachement chargé. Je veux dire qu'il n'y a pas été de main morte sur tout ce qu'il vit. Hein. À un moment donné, je me dis, il cumule quand même. Hein. Bon. Je passe à Lucie Annabelle, et là, je lis je lis La mémoire fantôme, sachant que j'avais déjà lu La Chambre des morts avant. Je lis La mémoire fantôme, j'ai adoré l'enquête de La mémoire fantôme, j'ai trouvé super. J'aime beaucoup Lucie Annabelle. Là, c'est pareil, on est dans sa vie, etc. On voit un peu ce qui se passe pour elle aussi. Et puis, au bout d'un moment, j'arrive sur Syndrome E. Donc, ils vont se trouver tous les deux, ils vont se rencontrer et ils vont vivre une enquête ensemble. Elle à la fois un petit peu sur l'île, lui sur Paris. Enfin, après, il va y avoir des mouvements, etc. Enfin, pareil, on est toujours dans le même type d'enquête, c'est-à-dire des enquêtes scientifiques, où il y a des faits scientifiques qui peuvent se vérifier. Il y a des choses macabres, évidemment, horribles. Et il y a des choses qui vont aussi interférer avec leur vie privée, et notamment la fin dans Syndrome E, où il va y avoir une grosse répercussion sur la vie privée de Lucie Annabelle, qui fait que je n'ai pas pu résister à aller lire Gattaca, et donc j'ai commencé à lire Gattaca. Alors, une petite subtilité quand même, parce que cette version que j'ai là, c'est une version corrigée. Et il se trouve que je me suis rendu compte que cette version corrigée n'avait pas la même fin que la version éditée. Parce que quand j'ai commencé à lire Gattaca, j'ai vu un truc qui collait pas. Et donc je me suis renseignée auprès de personnes qui avaient lu Syndrome E, et effectivement, en fait, la fin n'était pas la même. La fin du bouquin qui a été édité, celle-ci, pas la même. Donc, du coup, j'ai compris un peu mieux que le début de Gattaca par rapport à cette fin-là. Bref. Ceci dit, ça ne change rien à l'histoire de Gattaca. C'est encore une enquête aussi pour Lucie Annabelle et Franck Charcot, indépendante, mais avec des répercussions toujours sur leur vie personnelle. On a aussi donc toujours ce côté, ces domaines de sciences qui sont développés aussi dans Gattaca, qui sont vraiment très intéressantes. Alors j'aime bien lire aussi les remerciements à la fin de Franck Tilly, parce qu'il explique un petit peu les choses qui sont vraies et tout, et c'est extraordinaire, quoi. Je trouve qu'il fait de la recherche, je veux dire, son bouquin, il décrit, ça sort pas que de son imagination, quoi. Ça sort aussi de beaucoup de travail de recherche, et c'est ce qui fait toute la crédibilité du livre. Les choses s'enchaînent bien, les choses sont cohérentes, et même si effectivement ça part dans tous les sens, ça fait un peu puzzle, comme ça à un moment donné on ne comprend plus, on a un indice, puis ça n'en est plus un, puis ça rebondit, etc. Quand vous arrivez à la fin, c'est comme si vous aviez une clé tout d'un coup, et pouf, tout s'enchaîne, et tout se met à sa place, et vous comprenez toute l'histoire, et c'est absolument génial, quoi. Enfin, moi j'adore, je trouve qu'il a un esprit, ça doit être son côté informaticien, je pense, programmateur, qui fait que le résultat est toujours impeccable, quoi. Moi j'adore, c'est vachement bien. Alors par contre, juste un truc quand même que je pourrais dire à Franck Tilly, c'est que, je vous l'ai dit tout à l'heure, Franck Charcot il s'en prend quand même pour son grade, le pauvre, hein, il en a quand même, il cumule quand même les problèmes. Et je crois que Lucie Annabelle aussi. Alors les deux ensemble, je vous raconte pas, quoi, c'est... à un moment donné, j'ai envie de dire, c'est presque trop, quoi. À un moment donné, je me dis, mais ils ont vraiment pas de bol. Bon, alors après, il le dit lui-même dans ses bouquins, hein, que tous les deux, c'est des écorchés vifs, quoi. Ils sont vraiment, c'est des maudits, voilà. En fait, ils sont définis comme ça. Ce sont des enquêteurs, un commissaire, une inspectrice maudits. Ils sont maudits dans leur vie personnelle, maudits dans leur vie privée, et un peu dans leur enquête, sauf qu'ils arrivent quand même toujours à les résoudre leur enquête. Donc du coup... c'est des sacrés inspecteurs. Alors, ils contournent un peu la loi, hein, par moment, hein, quand même, hein, beaucoup, hein, même souvent d'ailleurs. Donc voilà, je vous ai raconté plein de détails
de forme, entre guillemets, un petit peu de ce livre-là. Pas le fond, parce que voilà, chaque histoire est vraiment différente et je n'ai pas envie de rentrer dans toutes les histoires. Mais si vous n'avez pas peur du côté glauque, hein, des meurtres avec des images très sanglantes, etc., et une imagination assez incroyable, avec, vous pouvez imaginer, à un moment donné, c'est carrément avec des histoires d'insectes, donc c'est horrible. À un autre moment, sur un autre livre, c'est du sadomasochisme. Bon, voilà, à un autre moment, c'est carrément des expériences. Enfin, voilà, il y a un petit peu de tout dans ces enquêtes-là. Plus ces deux personnages qui sont un peu maudits, pour qui il arrive des choses un peu extraordinaires, mais toujours avec une enquête qui est super bien menée, avec des indices qui sont donnés toujours au bon moment, avec des rebondissements, avec des choses que vous n'avez pas vu venir. Moi, il y a des choses que j'ai pas vu venir dans Gattaca, par exemple, et pourtant j'avais enchaîné tous les livres. J'aurais quand même pu voir venir Franck Quillet sur un point spécifique lié à Lucie. Annabelle, et ben je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu. Je sais pas, je me suis tellement prise dans l'histoire, j'ai pas pensé à me dire attends, arrête-toi un peu, réfléchis, qu'est-ce qu'il a voulu dire l'auteur. Non, pour une fois, je l'ai pas fait. Et puis je pense que je vais arrêter de faire ça d'ailleurs parce que de toute façon, je passe quand même à côté. Donc, et c'est voilà, moi j'aime beaucoup. Voilà, j'aime beaucoup. C'est du Franck Quillet. C'est mon auteur préféré. Je sais pourquoi, dans le domaine du thriller en tout cas. Donc voilà, je peux que vous conseiller si vous voulez lire du Franck Quillet, commencez vraiment à lire dans l'ordre les histoires où Franck Charcot et Lucie Annabelle font des enquêtes seuls, avant de commencer avec Syndrome E, où là ils se rejoignent tous les deux, et ensuite tous les romans qui vont sortir un an sur deux, donc où il y aura Charcot et Annabelle, ils seront tous ensemble. Alors sauf peut-être le prochain qui sort au mois de mai, qui s'appelle 1991, où là j'ai entendu dire que c'était une enquête de Franck Charcot, et que c'était la toute première enquête de Franck Charcot, que va nous raconter Franck Quillet. Donc j'attends bien évidemment, je suis impatiente de recevoir ce livre. D'ailleurs, Franck, si tu m'entends, envoie-le-moi, je serais ravie de le lire. Voilà. Donc, ça c'était pour la partie Franck Quillet, Charcot et Annabelle. Parce qu'une année sur deux, il sort des one-shots. J'en ai déjà parlé, je vous ai déjà présenté, je pense, des one-shots, notamment Il était deux fois, le dernier qui est sorti en one-shot. Voilà, c'est un petit peu le petit côté que j'aime bien chez Franck Quillet, c'est qu'une année, il va nous sortir un livre sur son couple, donc Charcot et Annabelle, et l'année suivante, ça sera un livre one-shot. Voilà. Toujours écrit, bien évidemment, magistralement, où on voit rarement la fin venir. Voilà pour mes lectures sur les romans de Franck Quillet. Et bien voilà, cette vidéo est arrivée à sa fin, donc j'espère que vous avez apprécié, si vous l'avez regardé jusqu'au bout, les différents avis que j'ai pu vous donner sur les livres. Vous voyez, la plupart, je les ai tous aimés, hein, comme souvent, voilà, je passe toujours un très très bon moment quand j'ouvre un livre, et tant mieux, voilà, c'est l'objectif aussi, hein, de pouvoir lire de tout. Moi j'aime lire de tout, et puis comme ça. Donc moi, là, c'est ce que je vais faire. Je vais aller retourner à mes lectures. Je vous dis bientôt à la prochaine vidéo. Quand je ne sais pas. Quand est-ce que j'aurai le temps d'en faire une autre? En tout cas, je pense que je vais faire, comme je fais pour celle-ci, des petits morceaux de vidéo que je collerai ensemble, ou enfin plutôt que mon mari collera ensemble. Et je le remercie d'ailleurs pour l'aide qu'il m'apporte sur le montage de ces vidéos. Je vous souhaite de bonnes lectures, de bons voyages livresques. Je vous dis à bientôt. Ciao!